La distribution de cartes d'électeurs dans le cadre des législatives 2021 en Côte d'Ivoire est prévue du 20 au 27 février prochain, annonce faite ce jeudi par la Commission électorale indépendante. La ministre japonaise des Jeux olympiques, Seiko Hashimoto, a été nommée présidente des Jeux de Tokyo après un scandale sexiste. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. La CEI a annoncé la distribution des cartes d'électeurs dans la période du samedi 20 février au samedi 27 février 2021. Cette distribution de cartes s'inscrit dans la droite ligne du scrutin législatif du 6 mars 2021. Des candidats des partis politiques et indépendants sont en lice pour la conquête de 255 sièges dans les 205 circonscriptions retenues par la CEI. Dans le domaine du transport aérien, le 3e Airbus A320neo, 9 de Air Côte d'Ivoire, a atterri ce jeudi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Espéré depuis octobre dernier, l'A320neo de la compagnie nationale ivoirienne a effectué le 13 février 2021 à Toulouse un vol d'essai. Les A320 des Côte d'Ivoire peuvent accueillir 12 passagers en classe affaires et 138 en économie. Après sa base à l'aéroport d'Abidjan, Félix Houphouët-Boigny, l'avion devrait être déployé d'abord sur des routes existantes, puis dès avril sur une nouvelle liaison vers Johannesburg, OR Tambo, pas encore ouverte à la réservation. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est en séminaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une rencontre de 3 jours du Bureau national des coordonnateurs et secrétaires généraux de section pour réfléchir aux problèmes qui minent l'école ivoirienne afin d'y apporter des solutions. Nous Sangaré, Clément Boko. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces étudiants répondent à l'appel du Bureau exécutif national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Nous, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, nous appelons tous nos représentants qui sont dans les établissements, lycées, collèges, grandes écoles publiques et privées, à s'asseoir et à faire le diagnostic du système éducatif ivoirien, à trouver des solutions que la FESI va proposer à l'État, au gouvernement, afin de pouvoir pallier les difficultés qui minent le système éducatif ivoirien. Éducation primaire, secondaire, enseignement technique et professionnel et le supérieur public privé, des secteurs qui vont passer au peigne fin au cours de ces 3 jours de réflexion. Il y a le phénomène de grossesse en milieu scolaire, il y a le phénomène de la fraude, il y a les violences qui montent en puissance dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, il y a la drogue, la consommation de la drogue à grande échelle dans nos lycées et collèges, c'est ce qui même provoque souvent les réactions des élèves au bas âge que personne n'arrive à comprendre. Et puis le dernier point, il y a le phénomène des congés anticipés. Il faudrait qu'on sensibilise le gouvernement à revoir les conditions de recrutement des enseignants. Parce que c'est quel enseignant qu'on veut pour un système éducatif. Au nombre de 300 participants, ces coordonnateurs et secrétaires généraux de section de la FESI entendent apporter leur pierre à l'édification d'une école ivoirienne de qualité. Créée en avril 1990, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est une organisation qui vise à défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. La première frange de l'université de San Pedro, cité balnéaire située dans l'extrême sud-ouest du pays, sera bientôt livrée. Elle devrait permettre aux futurs bacheliers du sud-ouest du pays de poursuivre leurs études dans la région. Sam Konon. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, en visite de travail sur le site de construction de l'université de San Pedro. Accompagné du maire de la ville, du préfet des régions et du président du conseil d'administration d'Envol Partenariat, opérateur du projet, Adama Diawara a visité successivement les premiers bâtiments sortis des terres. Il s'agit des amphithéâtres de 250 et 500 places, de la présidence de l'université, du restaurant de 1500 places, des salles de travaux dirigés, du centre médical et des espaces sportifs. Pour le ministre Adama Diawara, tout est presque fin prêt pour accueillir les 3000 premiers étudiants
à la rentrée prochaine. Nous avons vu un chantier qui est très avancé. En tout cas, quand on regarde le programme qui est prévu dans la première phase de l'université qui doit accueillir 3000 apprenants, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. De visu, moi-même, je suis venu in situ, comme on dit, voir ce qui s'est réalisé. J'avoue que je suis agréablement surpris par ce qui a été fait et surtout par la qualité des matériaux qui ont été utilisés. Jusqu'en octobre 2021, tout sera prêt. Les travaux de construction de la bibliothèque, de la conciergerie du Kourou, des résidences universitaires et des résidences des enseignants, chercheurs et personnels de l'université qui viennent de démarrer ont été également visités par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avant la réunion technique. Cette promesse sera tenue, non seulement parce que c'est une promesse électorale du président de la République qui fait toujours ce qu'il dit, mais également ce projet tenait absolument à cœur à l'ancien Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. En mémoire pour Amadou Gon Coulibaly, nous ferons tout pour que ce projet aboutisse. Justement, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a lancé les travaux de construction de cette université le 30 novembre 2018. Prévue pour être bâtie sur une superficie de 302 hectares, l'université de San Pedro accueillera à terme 20 000 étudiants qui suivront une formation en sciences de la mer, construction navale, agriculture, agro-industrie, bâtiments, travaux publics, logistique, tourisme et ressources halieutiques. La première représentation du comité de paix, des comités de paix et de développement durable, une branche de la Fédération pour la paix universelle, a été installée le 31 janvier dernier. Son rôle, promouvoir la paix et la cohésion. La cérémonie d'installation s'est faite en présence d'autorités religieuses et administratives. Pagasso Rokoni. Lutter contre les conflits et la pauvreté, telle est la mission principale des comités de paix et de développement durable, structure placée sous la tutelle de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. La commune d'Atekoubé a été la première à accueillir un comité de paix le 31 janvier dernier. Plus d'une vingtaine de membres ont été investis. Ils vont s'atteler à promouvoir la paix et la cohésion dans cette municipalité. Qui dit développement durable parle des piliers de l'environnement, piliers économiques et piliers social. Et dans le pilier social, nous faisons référence à la cohésion sociale, à la paix, à l'équité sociale et donc à la justice sociale. Après Atekoubé, des comités de paix et de développement durable vont être installés dans d'autres communes, villages et quartiers à travers le pays. En sport, on s'intéresse à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération internationale de Maracana Association FIMAA. Une occasion pour le président Bleu Charlemagne de grainer les acquis et annoncer les perspectives. 20 000 masques ont été offerts à la communauté éducative en vue de lutter efficacement contre la Covid-19 en milieu scolaire. Ngambe Konaté, Jean-Sylver Esso. Durement éprouvée par la pandémie de la Covid-19, la FIMAA n'a pas tenu d'activité sportive internationale en 2020. Elle s'est donc activée administrativement avec la mise en place des commissions permanentes afin de préparer la reprise. Pour le reste, cutus a été donné au comité directeur de la FIMAA, dont les efforts ont contribué à faire du maracana une discipline émergente tant en Afrique que dans le monde. Bleu Charlemagne en a profité pour remercier vivement l'État ivoirien qui a donné son accord pour l'établissement du siège de la FIMAA à Abidjan. Dénommé Temple international Alassane Ouattara du Maracana, l'infrastructure d'une capacité de 15 000 places sera dotée de terrains d'entraînement, un bloc administratif, un hôtel et une piscine olympique. Autre moment fort de cette assemblée générale, placée sous le sceau de la lutte contre la Covid-19, la remise de 20 000 masques à la communauté éducative en vue de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus en milieu scolaire. Nous avons lancé à l'occasion de ces assises la posture du maracanier qui doit désormais combattre partout cette pandémie. Un geste de solidarité fortement apprécié par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En offrant 20 000 masques à la communauté éducative, vous apportez un soutien inestimable à notre campagne de lutte contre la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. Merci. Merci pour votre sens de la solidarité à l'endroit de la jeunesse ivoirienne
Prochain grand rendez-vous inscrit au calendrier de la Fédération internationale de Maracana, la Maracane 2021, prévue en septembre au Bénin. Jeunesse féminine, quelle mentalité pour être leader? Cette problématique était au centre du forum de la jeunesse féminine du Sud Comoé, tenu ce jeudi à la salle polyvalente du complexe sportif du collège Irma de Grand-Bassam. Cette initiative du réseau international de la jeunesse féminine Résifi et de l'International Youth Fellowship vise à sensibiliser la gente féminine à un changement de comportement et de mentalité, mais surtout encourager la jeune fille à plus d'engagement et de présence dans les postes de décision. Pagassoro Kone de Madongui. Salle polyvalente du complexe sportif du collège Irma de Grand-Bassam. Ces étudiantes et ces jeunes filles de la société civile encouragées à prendre le destin en main afin d'être des leaders de demain. C'était à l'occasion du forum de la jeunesse féminine du Sud Comoé autour de la problématique jeunesse féminine, quelle mentalité pour être leader. Cette initiative du réseau international de la jeunesse féminine Résifi et du International Youth Fellowship vise également à sensibiliser la gente féminine à un changement de comportement et de mentalité. La jeunesse féminine est exposée. Les grossesses en milieu scolaire, la drogue, la boisson, ce sont des fléaux qui infectent notre jeunesse féminine. Alors que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du monde entier. Et donc nous sommes dit qu'il faut inculquer à la base une bonne mentalité pour que notre jeunesse féminine puisse rayonner et que demain la femme soit leader dans tous les domaines. Nous voulons aussi apporter notre contribution, notre modeste contribution à la formation justement de la jeune fille. Parce que c'est la partie de la jeunesse qui est plus vulnérable, qui est plus exposée aux différents vices de ce monde. Une initiative qui vient à point nommé selon les participantes. Par le leadership, nous pouvons changer les mentalités, nous pouvons entreprendre des choses, pouvoir changer l'Afrique de demain, pour avoir une nouvelle vision sur le développement de l'Afrique. Ce forum de la jeunesse féminine sur le changement de mentalité a bénéficié du soutien des responsables de plusieurs associations sœurs, dont l'association Miébié. Occasion pour sa présidente d'inviter la gente féminine à plus d'engagement et de présence dans les postes de décision. Cette cérémonie de sensibilisation a vu la participation des autorités administratives, des élus et cadres de Bassam, mais aussi de la reine-mère de Mossou. Tous ont invité responsables et membres de ces associations et ONG féminines à être des exemples dans la société. Comme annoncé dans les titres, la ministre japonaise des Jeux olympiques Seiko Hashimoto, âgée de 56 ans, a été nommée ce jeudi 18 février présidente du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020 en remplacement de Yoshiro Mori qui avait dû démissionner vendredi dernier après des propos sexistes ayant fait scandale. Cette nomination intervient à 5 mois de l'ouverture prévue de l'événement reporté l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19. Seiko Hashimoto avait présenté peu auparavant sa démission du gouvernement au Premier ministre Yoshihide Suga. Avant la pandémie, il louait des chambres aux étrangers, leur servait à manger ou leur faisait visiter la campagne. À Vignales, l'un des villages les plus touristiques de Cuba, les habitants ont dû retourner aux champs faute de visiteurs. Georgette Ido, Pagasorokoni. À un moment, il y avait plus de chambres disponibles pour les touristes à Vinal. Une anecdote dit que certains touristes sont restés dormir dans le parc parce qu'ils voulaient être à Vinal. Beaucoup d'Américains ont commencé à venir. Beaucoup de gens sont venus des États-Unis. Il y a eu une ouverture avec Obama qui est venu visiter la Havane. C'était un des premiers dirigeants américains à venir et cela a créé de bonnes relations. À Vinal, par tradition et grâce à notre position géographique dans une zone montagneuse, depuis que je suis petit, cela a toujours été une zone touristique. Comme les touristes ont été toujours nombreux à venir ici, tout le monde a vu la possibilité d'avoir une meilleure vie et une meilleure source de revenus familiales. Cela faisait donc plus de sources d'emploi, une amélioration économique et je dirais que quand le tourisme a disparu à cause de la pandémie, on s'est retrouvés les bras croisés.
Il y a plusieurs forgerons qui ont dû faire des travaux qu'ils faisaient auparavant, mais qu'ils avaient laissés de côté avec l'amélioration apportée par le tourisme. Ils ont dû revenir en arrière et c'est mon cas. Avec le travail du fer tous les jours, j'ai beaucoup d'ampoules, mais bon, c'est la vie. Cela a été une leçon pour Vinal. Il était nécessaire que les gens sachent qu'il fallait travailler à la ferme. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.